Genre, tu veux dire, moi je parle le 3, c'est ça? Non, c'est vrai, qui c'est qui parle le 3? C'est sérieux? Sérieux? Je te déteste. Et moi je vais à la Gamescom. Je vais te ramener des goodies ou si je veux des trucs. Mais comment ça se fait que tu vas là-bas? C'est juste. En fait, j'ai un ami qui joue beaucoup à Smash Bros, qui connaît aussi des amis, et ils avaient besoin de monter une équipe pour aller à l'E3, parce qu'ils y vont en général à 2, et là ils veulent y aller à 4. Ouais. Et moi je me suis proposée en me disant, ce serait trop cool. Bon, certes, il y a pas PlayStation installé, c'est pas grave. Mais ouais, comme un rêve de gosse, je me dis, go quoi. Et on a monté l'équipe, et là les billets, les Airbnb est pris. Et puis qu'à prendre les rendez-vous. Voilà. Ah, c'est génial! Putain, tu vas trop kiffer. Mais c'est pas toi qui avais été une année? 3 années même. 3 années? Ouais, non. Et t'es à toi cette année ou pas? Non, pas cette année. Ah, c'est cool. Est-ce qu'il y a des, justement, est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez? Franchement, je sais pas. Ouais, The Last of Us 2, mais bon, ça c'est... The Last of Us 2. Enfin, partout. Ah, mais ouais, mais il est pas... Non, mais j'attends d'en savoir plus, mais bon, ça... Et moi, j'ai pas envie d'en savoir plus, justement. Ouais. Je préfère laisser la surprise, tu vois. Si, je veux une date, moi. C'est juste. Ouais, une date. Pour m'organiser. Non, mais ouais, je pense pas. À moins qu'il fasse une... Non, il y aura pas. Non. Je réponds à mes questions avant de les poser. Et il y a Beyond Good and Evil 2 aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, si ça vous va, on en parle après. On commence l'épisode 8 du Contrecast. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va, Ellie? Qui est de retour? Très bien, et toi? Ça va, super. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais parler d'un jeu qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, et qui est Nier. Ah, qui est pas tout récent, mais qui... Automata ou... Nier, premier. Ah, intéressant. Zef qui a déjà pris la parole aussi. Oui. Ça va? Et toi? Ça va. Voilà. Mais tu réponds jamais à cette question, mais c'est pas grave. Moi, je vais t'en poser une autre. À quoi je vais dire à quoi tu joues en ce moment, mais non, on s'en fout. De quoi tu vas parler aujourd'hui? Sympa. C'est pas qu'on s'en fout, c'est pas ça. Je vais parler de jeu de plateau. Un jeu de plateau casual game sympa. Voilà. Ok. Party game. D'accord. Donc on aura le nom un tout petit peu plus tard. Et à toi, Pitchy, qui est aussi de retour dans ce Contrecast numéro 8. Moi, je vais parler de Pikuniku. Super. Voilà. Ok, je connais 2 noms et 2 graphismes, on va dire, mais pas plus, donc j'ai plein de questions à te poser. Ah bah, tu peux y aller. C'est cool. Et bah, on y va. C'est parti. Je n'ai jamais joué à Pikuniku, mais de ce que j'en ai vu, c'est un petit bonhomme rouge dans un monde très coloré. Ça a l'air sympa, mais le héros n'a pas de bras. Dis-nous, Pitchy, comment on fait pour jouer sans bras? Alors là... c'est vrai. L'intro, elle est géniale. Ouais, alors je vais juste présenter au début un petit peu Pikuniku. En fait, c'est un petit jeu indé. Je pense que pas mal de gens en ont entendu parler, qui a été édité par Devolver. Donc c'est Hotline Miami 1 et 2 et notamment Gris, qui je pense a fait l'unanimité autour de cette table. J'ai des frissons clairement. Voilà. Et donc Pikuniku, en gros c'est un jeu d'énigmes et d'aventure dans lequel on incarne, comme t'as dit, un petit bonhomme rouge, une petite boule rouge qui a que des petites pattes et pas de bras. Et donc forcément ça aura un impact sur le jeu plus tard, et on va devoir découvrir des décors en 2D très colorés effectivement et très mignons. Moi j'aime beaucoup, et je crois qu'il est dispo sur Switch et PC, donc j'ai réussi à y jouer sur PC, et il est sorti en janvier dernier. Donc ça date un petit peu, mais bon, comme ça fait longtemps que je suis pas venue dans le Contrecast, déjà c'est un truc que je voulais parler. Il y a des sujets qui datent plus que le tien, t'inquiète pas. Chose faite, ouais. Et c'est cool de parler. On a parlé d'un livre qui avait 20 ans la dernière fois, donc. Je l'ai écouté. Ouais, c'est bien, il faut. Et donc pour la petite histoire, donc sans trop spoiler parce que bon, sinon c'est pas drôle. Donc le personnage s'appelle Piku. Donc au tout début, on se réveille dans une grotte après avoir dormi assez longtemps visiblement. Et la première chose qu'on rencontre, en fait, c'est un petit fantôme qui va te dire en fait les actions qui vont être possibles de faire. Donc en fait c'est un peu la phase tuto, on va dire. Donc ça dure pas très longtemps, c'est 1 ou 2 minutes. Et puis une fois que tu sors de la grotte, en fait tu rencontres un village, le premier petit village. Donc en fait les villageois, moi je les trouve assez drôles parce que alors pour donner un petit peu une comparaison, je les comparais à des petites pommes de terre de couleur avec des moustaches. Voilà. Et donc en fait ces petits villageois, les premiers villageois qu'on va rencontrer, ils vont nous prendre pour un monstre et vont nous kidnapper, nous enfermer, et en fait ils vont se rendre compte que finalement on est complètement inoffensif en fait. Et donc ils vont nous relâcher, on va devoir gagner leur confiance et faire des missions.
en fait, qui vont nous donner des petites quêtes. Donc des trucs très simples, hein. C'est un jeu vraiment simple. Et voilà. Et donc au fur et à mesure, on va découvrir plusieurs visages, plusieurs personnages, voilà. Et on se rend compte que au fur et à mesure, quand tu marches un peu partout, t'as des petites caméras de surveillance qui t'observent, t'as des robots un peu à droite à gauche. Et en fait, c'est Monsieur Sunshine. Alors c'est la première personne qu'on va voir quand on va lancer le jeu. Je veux pas trop raconter le truc parce que si certains d'entre vous veulent y jouer, c'est la partie la plus drôle en fait du jeu. Il parle un peu en façon spot publicitaire et en gros, il promet à tout le monde de donner de l'argent gratuitement. Voilà, c'est comme ça qu'il mène le truc. Sauf que gratuitement, mais en échange de ressources, Donc en fait, il est en train de pomper toutes les ressources des villageois. Et donc on va devoir découvrir ce qu'il va faire avec ça, quelles sont ses intentions, quel est le but. Et donc voilà, ça va se jouer avec des petites énigmes. Encore une fois très simple. En termes de gameplay, effectivement, donc il y a pas de bras, mais bon ça c'est pas très grave parce qu'il a des jambes super flexibles. Du coup il peut, là aussi c'est pareil, c'est pas très compliqué. On peut se mettre en boule pour rouler plus vite, on peut sauter, on peut s'agripper à des petits crochets. Voilà, en gros c'est un peu les seules actions qu'on peut faire, pousser des petits des pierres, taper des pierres, enfin voilà, c'est un peu il y a des interactions avec les personnages aussi forcément. Les dialogues sont très marrants. Les dialogues c'est un peu un discours pas il y a des petites vannes. En fait, les personnages se vannent, voilà, et tu t'y attends pas en fait parce que c'est un univers tellement mignon, tellement voilà, et tu te dis ah ouais, le truc il a dit ça quand même. Et des fois t'as des petites références aussi à des jeux vidéo, donc les geeks la reconnaîtront assez facilement, je pense. Et voilà. Sinon quoi dire d'autre? Après on a un système d'inventaire où on loot des items. Enfin quand on termine une mission, par exemple les villageois nous donnent un chapeau ou un truc, enfin ça va nous servir par la suite, ou alors tu peux aller au shop pour acheter justement des items. Donc tu vas avoir besoin, par exemple dans le jeu t'as besoin de rentrer dans une boîte de nuit, le vigile te dit bah non t'as pas assez de style, donc du coup faut que t'ailles acheter une paire de lunettes de soleil et revenir, et là il va dire ok c'est bon tu peux y aller quoi. Tu vois, c'est le genre de truc comme ça, donc voilà. Et en fait moi j'ai adoré le jeu parce qu'il est très simple. Les décors, comme tu l'as dit, les graphismes sont très, c'est très mignon, très coloré, très chaleureux. La musique aussi, elle est pas mal. Des fois, elle te rentre dans la tête, mais t'en as pour un quart d'heure au moins. Mais ça te met de bonne humeur en fait. Et voilà. Donc moi, j'ai adoré ce jeu. Quand tu dis que c'est simple, c'est en termes de graphisme, enfin c'est très épuré. Ouais, c'est très épuré. Ouais. D'un point de vue de difficulté de jeu, c'est comment? Franchement, c'est pas. Alors, moi j'y ai joué sur PC. Par moments, c'était un peu chiant dans le sens où tu dois rebondir sur des petdis champignons. Et enfin, la jouabilité en fait avec les touches du clavier, parce que moi je jouais avec les touches, c'était un peu galère par moment. Okay. Je le dis. Et visiblement sur Switch c'est plus simple. Mais sinon autrement non, ça reste vraiment simple quoi. Tu sautes de plateforme en plateforme, tu dois libérer un pote qui est dans un arbre, donc du coup c'est un peu comment dire, pas stratégique, mais tu vas devoir débloquer certains petits trucs, enfin voilà, c'est des petits comment on dit, des petites énigmes quoi. Ouais, c'est plus réflexion que ouais voilà, c'est plus quoi. Réflexion, ouais. Mais ça reste vraiment très simple. Et tu parlais aussi de l'apprentissage avec le fantôme au début. Ouais. Et, tu sais tout faire dès le début ou c'est vraiment très progressif? Non, c'est progressif. En fait, il va te donner les bases. Il va te donner vraiment les bases. Et après, au fur et à mesure, tu vas avancer et tu vas découvrir que tu peux faire autre chose. Et tant mieux d'ailleurs. Et voilà. Et d'ailleurs, une chose que je n'ai pas dit, mais il y a un mode coop aussi. Il y a un mode coop et je l'ai pas testé, mais je pense que ça doit être un truc un peu à la Unravel, tu vois, où tu t'attends ton petit perso, enfin ton petit pote, et tu dois, je sais pas, déplacer des pierres. Enfin, je pense que ça doit être le même style que ça. Et en fait, c'est le même personnage en fait, sauf qu'il est orange. Il s'appelle Niku. Voilà, d'où Pikuniku. Voilà. Okay. Donc ça peut être pas mal à jouer en coop, je pense.
Et en termes de mission, qu'est-ce que t'es amené à faire à part rentrer en boîte de nuit avec des lunettes de soleil? Ah, ça va être que des trucs comme ça. D'accord. Ça va être que des trucs comme ça. Ça va être, rentrer en boîte de nuit, ou alors il va falloir que tu défies un monstre sur la piste de danse. Va falloir que... Et comment tu le défies, par exemple? Par exemple, c'est, tu sais, les jeux de musique un peu Jap, où tu dois cliquer sur... Enfin, tu vois, t'as les... c'est rythmique, en fait. Ouais, voilà, c'est rythmique. Voilà, tu vas avoir des trucs comme ça. Tu vas avoir un match de basket. Donc il va falloir, t'as un ballon, donc il va falloir essayer avec tes pieds, de mettre des paniers dans le camp adverse. Donc ce qui est pas super simple non plus, c'est un peu chiant, mais voilà, c'est très drôle en fait. Ok, et en termes d'items que tu peux looter, c'est que pour répondre à une demande de quelqu'un, ou ça améliore tes pouvoirs un peu? Non, c'est vraiment à la demande de certaines personnes en fait. Par exemple, tu vas avoir un costume qui va de mémoire, qui va faire peur à certaines personnes. Pour pouvoir faire autre chose après. Et tu vois, c'est que des trucs comme ça. D'accord. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que t'as pas mal d'interactions, dans le sens où, par exemple, t'as un moment où t'arrives dans un comment ça s'appelle, un champ de blé, un champ de maïs, et t'as plein de petits oiseaux en fait qui picorent à côté, donc ils bouffent tout, quoi. Et tu peux parler aux oiseaux, donc ça c'est drôle. Et t'as un petit comment ça s'appelle, l'épouvantail. Voilà, un épouvantail qui sert strictement à rien. Du coup, il va falloir que tu ailles voir un villageois pour dessiner toi-même ton épouvantail. Et ce que tu auras dessiné, tu vas le retrouver directement sur l'épouvantail. Donc c'est super drôle en fait. Pas le petit rappel comme ça. Ouais, voilà, le petit rappel. Donc exactement ce que tu as dessiné, tu vas l'avoir sur l'épouvantail. Ok. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à me rendre compte, mais c'est quelque chose qui est très linéaire. Enfin, t'avances tout droit ou tu reviens par le village? Non, c'est très linéaire. Ouais, c'est très linéaire. Okay. Voilà. Il y a aussi un système aussi, je l'avais pas dit, mais ça c'est les trophées. Il y a un petit système de trophées. Ça c'est cool aussi. Ouais, évidemment. Bah, c'est pas sur les consoles PlayStation, mais non, c'est pas non. Mais peut-être que ça viendra plus tard. Hein, mais c'est cool. Enfin, c'est des petits trucs comme ça. Par exemple, j'ai pas envie de dire tout ce qui va se passer, mais tu dois péter tous les vases d'un magasin pour pouvoir avoir un trophée, tu vois. D'accord. Ouais, mais c'est des actions. C'est des petites actions comme ça que tu fais. Est-ce que tu l'as terminé? Non, je l'ai pas encore terminé. Mais il est pas très long, hein. Il doit faire... parce que le problème, c'est qu'il y a Division que j'ai encore en attente, là. Sur lequel je passe beaucoup de temps, mais il doit, je dirais, 4 heures. En 4 heures, c'est terminé. 4-5 heures maximum. T'as pas encore eu 4 heures? Non. Ah, c'est vraiment 3 divisions, quoi, en fait. Ouais. Malheureusement, ouais, là, c'est commencé un peu à me saouler. Mais voilà, mais j'ai pas encore terminé. Ok, mais du coup plutôt à faire sur Switch, je sais pas si... Ouais, je pense que c'est plus à faire sur Switch. Après, je l'ai pas comparé, mais je pense que c'est plus simple en termes de maniabilité. Ouais. Puis c'est le confort du jeu. Ouais, voilà. Ok. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà joué, toi, Elite? T'as joué un peu ou... Non, du tout. Tu connaissais? Je connaissais, ouais. Enfin, le graphisme me donnait beaucoup envie. Et je voulais justement savoir un peu plus sur le temps passé, enfin, combien de temps... ouais, c'est très court, hein. Je pense que, en 4 heures, t'as fini. Okay. Après, tout dépend encore une fois, du temps que tu mets pour certaines missions, certains petits trucs comme ça, mais non, c'est très, très rapide. Et toi, Zef? T'as envie? Ouais, enfin, je connaissais pas du tout. J'étais, d'accord. Ouais, complètement. T'as été voir les images en même temps? J'ai regardé l'intro sur YouTube pendant que tu parlais, justement. Visuellement, c'est clairement le type de jeu qui peut pas m'attirer je m'en doutais. Il y a trop de couleurs. C'est un peu trop simpliste. En fait, c'est très linéaire, c'est très simpliste. C'est des aplats de couleurs dans tous les sens. Mais en fait, sur un petit jeu pareil, je suis même assez étonné qu'on arrive à avoir une approche pas tactique, mais énigme en fait, simpliste. C'est bizarre. Ouais. Donc je sais pas, j'arrive pas à me dire que ça peut être sympa, mais en fait le fait qu'il soit sur Switch, ça me motive déjà un peu plus, parce que je me dis si Nintendo a validé le truc en disant qu'il peut sortir sur un petit jeu pareil, en même temps sur Switch il y a pas mal de choses. Il y a pour combien? Il y a côté même pas 10 balles le truc? Ouais, ça doit être 10, je crois que c'est ça. Je sais même plus combien j'ai pris sur Steam, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, ok, ouais, je sais pas, c'est assez c'est hors norme, on va dire. Ouais, il est assez hors norme. Et il y a beaucoup d'humour dedans. Il y a vraiment beaucoup d'humour. En fait, ça m'a surpris de savoir que c'est Devolver qui éditait ces jeux-là, parce que justement, ça ressemble pas à un jeu Devolver. Mais non, mais moi aussi, ça m'a étonné en fait. Mais comme tu dis, il y a peut-être des choses qui sont un peu border dans les dialogues ou des choses comme ça qui ressemblent plus à l'univers de ce que peut faire un Devolver habituellement. Donc, je pense que le lien est là, et puis peut-être qu'ils ont aussi voulu se diversifier. Oui, peut-être. Hein. Pour faire des jeux un peu différents. Donc, ok, très bien. Et bah, écoute, merci Peachy. Mais de rien. Donc, je vais essayer de pas l'écorcher le jeu. Donc, c'est Pikuniku, comme le nom des deux personnages, et c'est dispo sur PC et Switch, à peu près à 10-11 € depuis janvier dernier. Une heure avant cet enregistrement, je n'avais jamais entendu parler de Stay Cool, et maintenant, j'ai envie de l'acheter. Pourtant, c'est quand même un jeu stressant.
Zef, raconte-nous comment tu arrives à rester zen quand tu joues à Stay Cool. Je le reste pas, c'est le truc. Ah. Non, Tu l'as bien vu, on a testé ensemble. C'est vrai, on y a joué 1 heure avant. Ouais. Très bien d'ailleurs. Merci. C'était cool, c'est quoi? C'est un jeu de plateau, un jeu de dés, un jeu de cartes, un jeu de plateau. Ouais, je veux dire un jeu de plateau, un jeu de société dans le grand large du terme. C'est un jeu qui est édité par Scorpion Masqué. C'est un éditeur canadien qui a fait quelques petits trucs comme Zombie Kids par ailleurs, qui est très très bien aussi si vous aimez les jeux de zombies. Et c'est cool, voilà, c'est un jeu entre 3 et 7 joueurs pour du 12 ans et plus. On a en moyenne 30 ou 40 minutes par partie. Et c'est un jeu casual game, party game, tout ce que je déteste à la base. Quand j'ai découvert ce jeu, j'étais au Fiche de Cannes, Festival international du jeu de Cannes, c'était fin janvier, si j'ai pas de bêtises. Et on était là-bas avec plusieurs potes, on était 5 ou 6. Donc Eutrus. Enfin, on était plus que ça, mais Oui. à ce moment-là, je me baladais avec 5 ou 6 potes. Et donc on arrive sur le salon du Scorpion Masqué, qui avait plein de jeux, donc, et on voit une table de libre, et on voit C'était Cool dessus. Alors, si vous n'avez pas internet sur vous, vous pouvez regarder C'était Cool, la pochette du jeu. C'est une pochette vraiment party game, c'est-à-dire qu'on a une bombe qui est dessus, genre avec des mains dans tous les sens, des cartes, des questions. Et c'est typiquement le genre de jeu, quand je le vois, je me dis non, merci, j'ai pas envie de jouer en fait, c'est juste trop casual pour moi, je n'ai pas envie d'un jeu casual comme ça. Et donc le mec qui était sur le stand fait très bien son boulot, évidemment, il dit venez jouer, regardez, on a une table de livres, ça tombe bien, vous êtes 5, il y a 5 places, allez hop, jouez. Donc on s'installe, il nous explique rapidement les règles. Moi, je fais un peu la gueule de mon côté, par logique. Parce que je suis un mec comme ça. Et il nous explique les règles, je me dis ouais, ok, ça a l'air sympa et tout. Et on a joué pendant 2 heures environ. Et je me suis éclaté comme un fou. J'étais mort de rire à chaque question posée. J'ai honte, mais voilà. Et donc quand je suis rentré, le jeu est sorti, je l'ai acheté. C'était cool, c'est quoi? C'est un jeu de stress et de gestion du stress, comme tu l'as très bien dit. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le jeu, le joueur actif va devoir gérer plusieurs choses en même temps. Le joueur actif a 2 personnes, une à sa gauche, une à sa droite. La personne de droite va lui poser une question, et une série de 5 questions, une par une, et il devra répondre à chaque question avec des dés qu'il a en face de lui. Donc il doit les manipuler, les retourner. Sur les dés, sur chaque face, il y a des lettres. Il y a des dés de couleur sur lesquels il y a les lettres, les consonnes, et 2 dés de blanc sur lesquels il y a les voyelles. Donc il peut faire des mots avec ça. Cours, Rome... page, Zip, n'importe quoi. Toutes les réponses nécessaires doivent passer par ces dés-là, par cette gestion des dés. Mais c'est trop simple là. Donc on va rajouter une couche supplémentaire. Donc pendant que quelqu'un lui pose cette question et qu'il réfléchit à comment manipuler ces dés pour former la réponse avec, la personne à sa gauche a aussi des cartes en main et va lui poser une série de 10 questions, je crois, oralement, et il devra répondre verbalement à ça. C'est-à-dire que là, ça devient un peu plus complexe. Donc on doit manipuler des dés pour répondre à des questions, répondre oralement à la question qu'on nous a posée, et bien sûr, tout ça dans un temps imparti de 4 fois 30 secondes environ, puisqu'il y a un sablier qu'on va retourner à chaque fois qu'il finit, pendant 4 fois. Donc jusque-là, ça va. Ça va. On fait une gestion de points assez simple. Il y a des cartouches sur chaque carte. On voit le niveau de la question. Si je suis arrivé à la question 4 d'un côté et que je suis arrivé au niveau de la question 5 de l'autre, 4 fois 5, 20, boum, j'ai 20 points. On passe au joueur suivant. Facile ? Facile. Là, pour l'instant, ça Sur le papier, c'est facile. Franchement, tout le monde peut gérer jusque-là. Ok, on fait tous ça, d'accord ? Au deuxième tour de jeu, parce qu'il y a 3 tours de jeu, au second tour de jeu, on va faire un autre... on va rajouter une petite couche, parce que sinon, c'est pas marrant. Donc le sablier, le joueur actif va devoir le gérer. Ce que j'appelle le gérer, c'est-à-dire que une fois que le sablier, avant que le sablier arrive à la fin, rappel pour Pitchy, avant, il doit dire sablier pour que la personne qui gère le sablier retourne le sablier et passe sur la phase 2 du sablier, puis la phase 3, puis la phase 4. Donc il doit gérer une question à droite, gérer les questions à gauche en même temps et gérer le sablier avant qu'il se termine, parce que s'il se termine en plein milieu, c'est tant pis pour lui, il finit pas sa série de questions. Facile. Facile. Un peu moins que le premier tour. Jusque-là, on commence à sentir sa petite difficulté quand même. Ouais. Oui, pas mal. On va pas se le cacher. Non. Une fois qu'on a fait ce deuxième tour, on fait le troisième tour, et là, c'est l'apothéose, j'ai envie de dire. C'est le plus simple, hein, c'est là où on a envie de se suicider et d'avaler les dés. On fait exactement la même chose, sauf que cette fois, on doit gérer le sablier, mais on le regarde pas, puisqu'on va placer la boîte de jeu devant, visuellement. On ne voit pas du tout le sablier, et on doit calculer environ 30 secondes pour retourner le sablier à chaque fois. Donc, je réponds à la question qui m'est posée à droite en formant des mots avec des dés. Je réponds en même temps aux questions posées à ma gauche
verbalement et je dois penser à compter jusqu'à 30 pour retourner le sablier 4 fois dans la partie. Ah, c'est chaud. Ça devient chaud. C'est chaud, là. Ça devient chaud, effectivement. Donc on fait tout ça. Inutile de dire qu'évidemment c'est un jeu stress et que dans les règles est bien noté aux personnes qui posent les questions. Si vous voyez que le joueur actif ne répond pas à votre question ou ne réfléchit pas à votre question, n'hésitez pas à lui reposer la question, histoire de stresser encore un peu les choses. Oui. Donc voilà, tu dois gérer cette session de tout ce stress, toutes ces questions qui arrivent. Et franchement, c'est très dur, c'est vraiment stressant, t'as envie de te péter un câble très vite. Sur les premières parties que j'ai fait, j'avais envie de chiffler les personnes en disant ta gueule, tu me saoules. J'ai compris. Mais c'est assez agréable. C'est un petit jeu, je crois qu'il y en a pour 17 balles. C'est vraiment pas grand chose pour un jeu de ce genre. Il n'y a pas beaucoup de matériel, mais c'est un jeu, un party game très simple. J'en suis largement revenu. J'ai joué 4 ou 5 fois depuis que je l'ai eu, et à chaque fois c'est un carton plein sur tout le monde a envie d'acheter, tout le monde a envie de jouer. Ouais. C'est confirmé. C'est marrant, c'est ludique, clairement, et puis on s'amuse très facilement sur ce type de jeu. Donc c'est un tout petit truc. Moi, il m'a vraiment fait kiffer. En revenant de Cannes, j'avais qu'une envie, c'est de me dire putain, il n'y a pas beaucoup de jeux que je veux acheter, mais celui-ci, je le veux vraiment fort, quoi. Bah, tu joues facilement en party game, comme tu dis, donc c'est simple de sortir, allez, on se fait une petite partie. Ouais, clairement. Ouais. Donc voilà, c'est un très bon jeu, je vous le conseille instamment. Petit jeu du Scorpion masqué. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé cool. Hein. Franchement, déjà quand tu nous as dit on va jouer à un jeu de plateau, ça je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, ouais, c'est stressant. C'est très stressant. Et je pense qu'il faut pas jouer avec des mauvais joueurs. Enfin, avec des mauvais perdants en fait. Ah, clairement. Parce que alors là, Clairement, tu te fais laminer. Insulter surtout. Mais non, franchement, il est vraiment cool à jouer à plusieurs. Je pense que ouais, c'est un bon plan. Moi, j'aime bien ce genre de jeu où vraiment, tu sais, t'as vraiment une cohésion où tout le monde participe ou même le fait que ce soit super amusant parce que finalement, comme tu dis. La dernière partie à gérer le sablier, plus les questions, plus tout ça, alors que le sablier, tu le vois pas. Ouais, c'est quand même balèze, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu nous as pas dit combien de joueurs peuvent jouer à ce jeu en même temps ? Si, il nous l'a dit. Je l'ai dit au début. Alors j'ai oublié. Ok, pardon. Non, en fait, c'est minimum 3 joueurs, parce qu'il faut la personne qui répond plus 2 autres personnes pour poser des questions, et en plus de ça, la gestion de sablier. Mais à 3, c'est fun, mais c'est pas le plus fun en fait. Il faut au moins être 4 pour que ça commence à devenir intéressant. Nous, je crois qu'on était 5 autour de la table, donc ça commence à être un peu long, mais tu t'éclates en fait. Tu regardes les autres et tu j'ai pas vu le temps passer, hein, sincèrement, c'est passé super vite. Alors en même temps, bon, c'est parce que le sablier il a été oublié fréquemment. Il a été oublié souvent, mais voilà. Mais sinon, ça passe très très vite. Ouais, c'est super agréable en fait. Même en fait, tu regardes très vite les gens jouer et tu te moques un peu d'eux en fait. C'est ça. Non, mais si, t'as la réponse, tu connais. Mais voilà. Ouais. Parce que les questions sont quand même assez simples et comme tu nous avais dit aussi pendant qu'on jouait, c'est un peu comme un gamin qui te pose la question. J'ai quel âge ? Tu vois, tu répètes constamment pour mettre la pression. Surtout, moi, j'adorais le faire quand la personne réfléchissait bien à l'autre question. Là, je répétais la mienne pour embrouiller. Donc peut-être que je vous ai. C'est ça qu'il faut faire en fait. Il y a un petit côté un peu vicieux à faire ça. Mais c'est ça qui est bien. Le seul reproche que je ferais peut-être à ce jeu, c'est que justement le temps de jeu est multiplié par le nombre de joueurs. Et du coup, si tu joues à 7, ça va être forcément plus long que si tu joues à 3 ou 4. Ouais, mais tu passes quand même un bon moment. Mais tu passes quand même un bon moment, quoi. Mais c'est vrai que le fait d'être 4 ou 5, t'as forcément toujours un truc à faire entre le sablier ou les questions. Ouais, voilà, c'est ça. À plus, tu peux commencer à t'ennuyer. Et te foutre de la gueule du joueur, c'est bien. Ça, tu peux le faire dans tous les cas. Ça, c'est. Moi, si tu joues pas. Voilà. Pour avoir eu le pire score, j'ai sorti des dauphins de nulle part tout à l'heure. Tu l'as sorti. En fait, la question c'était, il y a un truc avec le matin, non, Jordan ? On se lève le matin. Qui se lève tôt le matin, un truc comme ça ? Les dauphins. Non, voilà ça. L'avenir appartient à ceux. Enfin, l'avenir appartient, pardon. Et t'as dit les dauphins. Oui, parce qu'en fait, dans ma tête, je voulais un truc qui rime, mais je sais pas pourquoi, et c'est n'importe quoi. Mais je sais pas si tu n'as pas été influencé par l'autre question, si je me souviens plus de celle qui était en face. C'est ça le risque aussi. Mais voilà, donc du coup c'est ça. Mais pour revenir sur le côté nombre de joueurs, je pense qu'au-delà de 5 ça commence à être moins agréable. C'est ça en fait. Parce que peut-être un peu long d'attente. Et à 5 tu as une personne qui fait rien, mais elle fait vite autre chose, tu vois, elle passe, le tout passe facilement en fait, les rôles passent facilement dans le jeu. Mais ouais, à 7 ça peut être un peu long, mais quoi qu'il arrive, faudrait tester faire du jeu en équipe là-dessus en fait. Mais non, parce que tu partages le cerveau après, donc c'est trop simple. Ah ouais, non, ça marche pas. Mais c'est bien d'avoir réfléchi. Tu perds le truc. Ouais. Voilà.
Et un bon score, du coup, c'est quoi sur les 3 phases? 75. C'est tu vrai. fais 5 x 5, 25, c'est le maximum que tu peux avoir par série. T'as fait combien, Jordan? C'était 47, non 51. 50, Ah, c'était pas mal en fait. loin, hein. Ah, mais j'ai raté la dernière Ouais. série. Et oui, ce que tu disais aussi quand on voit pas le sablier, c'est que t'as le piège de si tu retournes trop tôt, par exemple au bout de 20 secondes sur les 30, bah c'est 10 secondes que tu perds en retournant Oui. au sablier, quoi. Oui, clairement. Et ça, enfin, j'avais pas confiance en fait en jouant, mais je l'ai vu avec une autre personne qui jouait, qui était avec nous. Et là, je fais, ah ouais, elle a retourné à la moitié, du coup, elle a que l'autre moitié pour finir. Ouais. Et en plus, elle l'a géré. Donc, moi, je pense qu'elle a eu de la chance à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de, enfin, c'est impossible de calculer ton temps et de réfléchir aux questions, quoi. Sur la partie où on avait faite au Fiche, donc la première fois qu'on a joué, on a eu 2 personnes qui ont fait 70 en score. Wow. Oh la Juste vache. fait, what? Et Ah ouais. c'est la dernière partie, c'était tellement. Mais tu vois, sentais la concentration de Ouais. ouf du sportif, tu sais, avant le jeu en disant. Ok, go. Et en fait, il gérait le sablier mais à 2 secondes près en fait. Et Ah, mais je c'est sais pas bien. comment le mec arrivait à tout faire. Vraiment, il répondait pam 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 pam. Ah, pam. c'était pas Et la je sais première si fois c'était- qu'il jouait. Si, il a découvert le jeu. Ah avec ouais nous. Non, le mec était ultra concentré. Tu sentais qu'il a envie de gagner. Ouais. Et- C'était en même temps, c'est un club de jeu plateau. Ils jouent toutes les semaines, donc je pense qu'ils ont cette. Ah. Mais Jordan, C'est t'étais pas mal gymnastique. aussi en temps en gestion Bah. de sablier, t'étais pas mal. Hein. Mais en fait, j'ai pas calculé le temps, mais je me dis, ok, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question ou telle question, et je me dis, ça doit bientôt être la fin. Et je préférais viser 20-25 secondes que 30, ouais, quoi. clairement. Parce que sinon, tu l'as peut-être senti d'ailleurs, Pitchy, une fois où t'as vu le sablier un peu tomber et t'as dit sablier juste après. Oui, bah ouais, Et mais bon, je pensais que c'était après. En Ouais, fait. bon, peut-être qu'il y avait une incompréhension à ce moment-là. Et du coup, ouais. Mais enfin, t'as ce stress en plus, et du coup, tu peux pas faire 3 choses en même temps, c'est pas possible, quoi. La Non. première phase, elle est relativement simple, mais après, mais c'est ce qui rend le jeu fun. Ouais, hein, c'est ça qui est marrant. clairement. Et si on devait avoir une 4e phase encore plus hardcore, vous imaginez quoi? Zef, par exemple, là, tu vois pas le sablier, qu'est-ce qu'on pourrait te faire de plus compliqué encore? En fait, le 4e phase, ce serait une gestion supplémentaire à faire en fait. Typiquement, je dirais, ok, il faut par exemple gérer les dés qu'à une seule main, mais en fait, c'est une notion de perte de temps, c'est pas une notion de gestion. Ouais, puis en plus, des fois, t'as des choses qui t'imposent d'avoir Ouais. tes deux mains. Donc je dirais ajouter un truc, je sais pas, à la fin de chaque question, boire un verre ou tu vois. Non mais en fait, faut que tu puisses penser à faire un truc en même temps que le reste. Ouais, Tu vois. c'est Donc, ça. c'est ça en fait la difficulté en fait, elle est dans le fait d'empiler la gestion de projets, Ouais. de missions sur le même temps en fait. Donc il faudrait inventer un truc, mais je vois pas du tout. Non. Sinon, les joueurs qui sont à côté de toi, qui, comme des enfants, te poquent Non, l'épaule. ça, c'est ou mort, c'est mort. Ça, c'est C'est chiant, ultra ça. stressant, quoi. Oh là là, Moi, je veux c'est bien le terrible. faire. Alors, faut le faire, mais avec des gens qui ne sont pas violents. Ouais, non. Ouais. Faut pas le faire après l'avoir bu. Non, c'est vrai, je pense que ce serait pas possible. Enfin, Ouais, non. Rien que d'y penser, ça m'énerve déjà. Donc, Ouais, Sans jouer. clairement pas. C'est pas. ok. Voilà. Et toi, Ellie, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah j'ai adoré, même si j'ai perdu. Hein. Mais non, mais alors je suis hyper stressée, donc forcément ça ne marche pas. Mais dans le sens où je me suis vachement amusée et clairement, en fait j'étais hyper perdue entre ce que ma conscience avait envie de dire, en ce qu'elle devait dire. Dauphin. Pardon. Ouais, dauphin, et c'est comme des tables de multiplication. Enfin, c'était en mode, j'étais Ouais. j'étais coincée Ouais. sur 8 x 4, qui n'était pas du tout la question, mais c'est 4 x 40. Alors, du coup, je sortais des 240, alors que c'était pas du tout ça. Oh non, c'est super drôle. Et puis, même quand on regarde les autres jouer, on se dit, le premier tour, on dit, bon, bah, ça va, c'est facile, mais en fait, une Ça fois que ça va. arrive à toi, c'est pas du tout facile du tout. Hein, non, Non, c'est sûr. pas du tout. Ah, c'est pas évident, mais c'est cool en effet. En tout cas, merci Zef pour cette chronique. Donc, c'est je t'en prie. Stay Cool, qui coûte 17 à 18 euros, comme tu disais, qui est déjà dispo depuis je sais pas quand. Oui, depuis un petit moment, le scorpion masqué. Scorpion masqué, très bien, merci. Malgré tout l'engouement qu'on a connu autour de la licence Nier, je n'ai jamais pris le temps de m'y essayer. J'ai même été jusqu'à volontairement me spoiler la fin de Nier Automata en écoutant un podcast. Je suis sûr qu'Ellie peut nous donner envie de nous lancer, même quelques années après la sortie. Tout à fait. Alors oui, je vais vous parler de ce jeu Nier. Alors il faut savoir que le jeu a été réalisé par Yoko Taro, qui était, avant d'être sur ce jeu-là, simple designer 3D CGI chez Bandai Namco. Il a d'ailleurs bossé sur les arrière-plans de Time Crisis 2. Petite fun fact. Ah ouais. Quand même. Puis en 2003, on lui a dit tiens, tu seras à la tête d'un nouveau jeu, donc un action RPG, qui s'appelle Drakengard, qui est sorti sur PS2, dont il a écrit le scénario. Alors l'accueil de ce jeu a été assez mitigé, on va dire, mais beaucoup s'accordent et saluent sa narration, qui est quand même assez complexe. En 2005 et en 2013, donc il y a eu 2 suites, Drakengard 2 et 3. Et vous vous dites, mais que fait Nier parmi tout ça? Bah oui, Ouais. fait Nier, parmi tout ça. Et en fait, il faut savoir que Nier, c'est une des fins, enfin c'est un spin-off d'une des fins de Drakengard.
Alors, tout comme Drakengard, c'est un action RPG assez complexe, singulier, plutôt beat'em all d'ailleurs, et qui, avec cette 5e fin qui décime l'humanité à cause d'un virus, va vous plonger dans un autre univers, toujours aussi complexe. Alors, le jeu a été développé par Cavia et édité par Square Enix, et est sorti au Japon en 2 versions. Alors, pas vraiment différentes, parce que la première s'appelle Nier Replicant sur PS3, où on incarne un jeune homme qui veut protéger sa sœur, et Nier Gestalt, avec cette fois un père d'âge moyen qui veut protéger sa fille. Alors, ce qui est assez marrant, je ne sais pas trop, mais c'est cette dernière version, justement, Nier Gestalt, qui a été retenue pour l'Europe et les États-Unis. Alors, le pourquoi du comment, je vous avoue que j'ai pas eu confirmation, j'ai pas lu de confirmation officielle, je dirais peut-être pour des besoins marketing, dans le sens où le lien père-fille est peut-être plus évident dans nos mœurs. Mais voilà, c'est la version qui a été gardée. Alors, deuxième question, vous vous dites, mais alors, si je n'ai pas fait Drakengard, est-ce que je peux jouer à Nier ? La réponse est oui, vous pouvez jouer à Nier sans avoir joué à Drakengard. Vous pouvez apprécier l'univers de Nier, qui est juste incroyable. Bon, j'essaie de pas trop vous spoiler. Comme vous pouvez l'entendre, je parle avec mon cœur. Alors, les événements de Nier débutent en 2049, dans un monde post-apocalyptique. Justement, on découvre ce père, Nier, et sa fille, Yona, dont sa fille est malade. Alors, un monde post-apocalyptique, je dirais que la première scène dans mes souvenirs, c'était dans une espèce d'usine où justement vous avez beaucoup de neige, le climat est vraiment très nuageux, etc. Et en fait, donc vous vous trouvez avec votre fille à cet endroit-là, avec un mystérieux livre à vos côtés et également des monstres étranges. Alors, je ne saurais pas comment qualifier ces monstres parce qu'ils n'ont pas une forme humaine. Ils n'ont pas non plus une forme bestiale. Donc c'est vraiment très très mystérieux déjà. Et en fait, votre personnage, Nier, va, pour se défendre justement contre ces monstres, toucher ce livre. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez entrer dans une espèce de phase de tuto où vous allez comprendre le système de combat. Enfin, vous allez découvrir le système de combat qui est justement une espèce qui alterne entre le hack and slash et les shoot 'em up. Alors, le hack and slash, c'est vraiment pour vous avez une épée, enfin une arme et vous tapez. Et justement, le côté magie, c'est plus du shoot 'em up en fait. En gros, la magie qui sera incorporée directement dans les combats. Et ensuite, une fois que vous avez terminé ce combat, vous vous dites ok, bah fine, la première scène est terminée. Mais en fait, non, vous allez faire un bond dans le futur, en l'an 1312, dans un monde complètement différent, un peu heroic fantasy, un peu médiéval, je dirais. Rien à voir avec la première scène. Et là, justement, il y a 2 choses qui menacent, entre guillemets, le monde dans lequel vous vivez, les humains, la tranquillité des humains. La première, c'est la nécrose runique, une espèce de maladie qui fait rage. En fait, alors, pour vous la décrire, c'est une espèce de... Vous avez des caractères noirs qui arrivent sur votre corps, qui se propagent d'une raison un peu... on ne connaît pas les raisons. À ce moment-là, du moins, vous ne savez pas pourquoi, et vous le saurez bien peut-être plus tard. Et vous avez aussi des monstres qu'on appelle les mêmes monstres que vous avez vus au tout début, qu'on appelle les Shadows, parce que le jeu est en anglais. Donc qu'on peut le traduire par ombre. Et justement, votre quotidien, c'est justement d'avoir des petits boulots pour aider votre fille à guérir de cette maladie, parce que vous cherchez toujours un remède pour guérir votre fille. Sauf que votre quotidien va être chamboulé le jour où vous allez rencontrer un grimoire qui s'appelle le Grimoire of Ice. Un grimoire a une personnalité vraiment de feu et qui va vous dire « Tiens, moi, j'ai des versets cachés dans le monde qui pourraient guérir ta fille. » Et là, vous vous dites « Mais ok, je pars à la quête de ces versets cachés dans le monde. » Donc, vous allez être accompagné votre héros Nier va être accompagné de ce grimoire, mais ce ne sera pas non plus le seul, entre guillemets, compagnon qui va s'ajouter à votre quête.
Alors j'essaie de pas trop vous spoiler, c'est super difficile de vous parler de Nier sans vous spoiler. Hein. Je sens que Zef veut intervenir là, mais... Non, mais en fait, du coup, je me pose plein de questions, mais je vais laisser finir avant, vas-y. Okay. D'accord. Alors je vais juste parler d'un personnage, parce que c'est vraiment mon personnage féminin préféré, vraiment, de tous les jeux vidéo que j'ai eu l'occasion de jouer, qui s'appelle Kaine. Alors c'est une femme, un personnage féminin qui a un tempérament de feu. Alors c'est pas du tout la potiche, pas du tout une potiche d'ailleurs, qui a son importance aussi bien dans le jeu, dans le gameplay, etc. Et qui a un thème musical incroyable qui s'appelle Salvation. Je vous parlais de la bande son après, mais alors moi rien que d'y penser, ça me donne limite des frissons. Et donc voilà, c'est comme ça que commence le jeu. Alors j'ai pas trop envie de vous parler de la suite parce que j'ai bien envie que vous le découvriez, pardon. Mais alors je vais vous parler plutôt de mon expérience. Mes premiers pas sur le jeu ont été, on va pas se mentir, techniquement parlant, c'est pas dingue du tout. Je vais pas dire dégueulasse, mais c'est pas dingue. Surtout, alors que justement, vous avez tous entendu parler d'Automata, qui est beaucoup plus nerveux. Mais voilà, donc Nier, alors je sais pas si c'est parce que le budget a été limité, mais par exemple, vous avez des décors qui se répètent, vous avez des constructions qui se répètent, des textures qui se répètent, donc vous avez même dans des quêtes, vous devez faire des allers-retours assez fréquents. Donc rien que ça, vous dites ok, d'accord. Alors il y a un truc qui m'a choqué, juste on va dire les 10 premières minutes, c'était le fait de comment vous ramassez les objets. Alors je sais pas pourquoi, on a plus l'impression qu'il remue la terre que ramasser les objets, ça dure limite beaucoup trop longtemps, mais enfin on ne ramasse jamais les objets comme ça, hein. Vraiment on ne ramasse pas les objets comme ça. Tu fais pas ça. Non, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Et pareil pour la pêche, je pense que tous les joueurs de Nier diront que le pêcher dans Nier c'est horrible quoi, c'est affreux, je dirais. Et mais bon, voilà. Après, tous ces petits défauts, j'ai envie de dire, sont contrebalancés par une histoire vraiment incroyable, qui m'a vraiment marquée. Pour vous dire, ça m'a vraiment arraché des larmes. Waouh. Alors déjà, pour arriver à ce niveau-là, c'est pas mal. Et c'est justement c'est ce qui m'a donné envie de continuer. C'est toute cette histoire complexe et allaitante en fait. Et puis, alors, pour parler de la bande-son qui est juste incroyable, vraiment. Alors, c'est la musique de Keiichi Okabe. Même si vous avez jamais joué, je pense que vous pouvez l'écouter, mais je sais pas, moi, elle me transporte, elle me calme. Je l'écoute souvent au travail, par exemple, pour le matin. Ouais. Justement, pour me dire, ça va être une bonne journée. Voilà. Alors, ce que je peux aussi dire sur Nier, c'est que c'est un jeu d'une richesse assez étonnante, d'autant avec ses personnages qui sont au fil du temps attachants, mais surtout très travaillés. Et aussi parce que je trouve qu'il a toujours quelque chose à dire ou à faire. Par exemple, je dirais qu'il y a pas mal de clins d'œil à différents types de jeux. À du survival horror, ou parfois à du Diablo, ou même à du Zelda. Vous le comprendrez, vous pourrez le comprendre si vous y jouez. Mais je trouvais que c'était subtil, et c'est ce qui rend le jeu vraiment, et son intrigue d'ailleurs, imprévisible, subtil et profond, malgré tous les défauts que je vous ai cités plus haut. Et pour moi, Nier, c'est comme une sorte de puzzle qui, malgré tous les efforts qu'il incombe, et son gameplay qui est un peu rigide, on doit se l'avouer, mérite vraiment le détour. D'ailleurs, pour avoir fait toutes les fins, qui m'ont retourné le cerveau et les émotions chacune à leur façon, je peux vous dire qu'elles valent vraiment le tout de toutes les faire. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai commencé par Automata avant de faire Nier, et clairement pour moi il n'y a pas photo, je préfère de loin Nier. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà. Après voilà, Nier, pour moi c'est un jeu qui est atypique, généreux et vraiment unique en son genre. J'arrive pas à comparer à d'autres jeux, clairement c'est un univers assez incroyable. Et alors sa suite qui est Automata, qui se déroule mais alors des centaines et des centaines d'années après, je trouve qu'il est vraiment différent. Alors j'essaie de vraiment pas de vous spoiler. Pour moi par exemple, Automata c'est vraiment centré sur les androïdes et les machines. C'est le topo, tout le monde le sait, ça c'est vraiment no spoil. Nier c'est vraiment centré plus sur l'humain, c'est peut-être pour ça que moi j'ai beaucoup plus d'empathie et je me sentais beaucoup plus attachée à l'histoire. Et également, ce qui est bien dans le premier Nier,
parce que là, je vous ai parlé de Drakengard, etc. Il y a une timeline à la fin du jeu qui vous est proposée, qui vous permet de bien comprendre les événements. Alors que dans Nier Automata, dans mes souvenirs, elle est pas mentionnée, elle est pas proposée. Vous avez de la lore, vous avez des archives, etc. Mais je trouve que c'est bien mieux foutu dans le premier Nier à ce sujet-là. Après, pour moi, il y a quelques différences évidemment de gameplay entre Nier et Nier Automata. Par exemple, ce qui est assez marrant, c'est que dans Nier Automata, vous faites des quêtes annexes pour farmer. Dans le premier Nier, vous faites plus des quêtes annexes pour gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment deux approches différentes. Et puis, pour moi, que ce soit Nier ou Nier Automata, ce que je trouve qui est quand même assez incroyable, c'est qu'ils arrivent à vous attachez à des personnages qui ne ressemblent à rien. Pas qui ne ressemblent à rien, mais vous avez quand même un livre. Vous avez dans Nier Automata des boulons. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Pour moi, c'est un des rares jours où je me dis, je m'attache pour des personnages qui, au début, je me dirais, mais jamais je m'attacherai à eux. Pour moi, ils ont du coup une profondeur dans le jeu, etc., qui font que l'histoire est juste incroyable. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur incroyable. Je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Et si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de commencer par Nier, pas par Automata, même si Automata a eu un succès de dingue. Avant de laisser la parole à Zef, qui a sans doute plein de questions, je vais d'abord poser les miennes, mais est-ce que tu peux donner le nombre de fins que tu as fait, ou ça se Alors, en fait, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai des amis qui veulent pas savoir le nombre de fins, donc je sais pas si Vas-y. Pour moi, il y en a 4. D'accord. Dans Automata, il y en a beaucoup plus. Alors, il y en a 5 ou 6, je crois. Ouais, il y a la fin E, F. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Et d'accord. Et en fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Alors, je pense que j'ai pas assez regardé de vidéos du jeu, ou même peut-être pas du tout. Comment on enchaîne les phases de... Enfin, comment ça s'enchaîne entre les phases de hack and slash et les phases de shoot 'em up ? Il y a une histoire qui passe, il y a une vidéo, il y a un truc où c'est vraiment... il y a une transition brève pour enchaîner les deux façons de jouer. Parce que c'est vrai que c'est hyper particulier, je trouve, d'enchaîner. Bah, en fait, ça dépend si toi, tu veux juste... Alors, dans Automata, c'est plus distingué, je dirais, parce que les phases de shoot 'em up, c'est vraiment quand tu es 9S et que tu veux hacker des machines. Non, pas nécessairement. T'as aussi les phases de shoot au début contre les gros boss. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et j'utilise plus... Ah oui, parce qu'en fait, c'est plus la magie, en fait. Si tu veux utiliser ta magie, donc forcément, tu es plus en mode shoot 'em up. D'accord. Quand tu veux juste utiliser ton arme et taper tes ennemis et que t'as pas forcément envie d'utiliser ta magie, parce qu'en fait... Alors, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, Nier... il peut avoir plusieurs versets qui lui permet justement d'avoir plusieurs possibilités d'utiliser sa magie. Donc soit tu peux avoir justement une phase de shoot 'em up, soit tu peux avoir une espèce de gros bras qui tape. Enfin, ça s'alterne plus dans ta façon de combattre tes ennemis. On va dire ça comme ça. Mais c'est plutôt toi qui choisis un peu la façon, enfin oui, la façon avec laquelle tu joues. D'accord. Ça c'est mal dit, mais ok. Et en fait, tu peux faire les deux. Tu peux aussi taper et faire ton shoot 'em up. Ok. J'ai du mal à... Enfin, faut vraiment que je joue, je pense, pour me rendre compte de comment ça fonctionne. Il est difficile à jouer ou... Alors non. Non. Alors après, dans Nier Automata, tu peux régler ta difficulté, vraiment, voilà. Moi, je l'ai fait les deux en normal parce que je voulais vraiment découvrir l'histoire, mais effectivement, il est pas, pour moi, il est pas si dur. Je dirais même, en plus, il est répétitif, donc je pense qu'une fois que tu sais comment battre tes ennemis, tu vas franco. C'est juste peut-être dans Automata, je dirais qu'il faut quand même un petit peu farmer. Enfin, le farm n'est pas au cœur du premier, enfin, dans le premier Nier, c'est pas au cœur du gameplay. Dans l'Automata, je dirais que un petit peu quand même, parce que il y a des moments où faut quand même t'équiper, etc. Donc pas dans le premier, je dirais. C'est moins au cœur. Enfin, c'est vraiment l'histoire qui est vraiment au centre du truc. C'est pas vraiment la façon dont tu vas combattre tes ennemis. D'accord. Et il est long ou il est Ah oui, bonne question. En fait, pour le Nier, j'ai mis parce que j'ai voulu faire pas mal de katana, etc. Et t'as fait quand même toutes les fins. Donc, voilà, je dirais une bonne 50aine d'heures. Ok. J'ai mis 80 pour Nier Automata parce que j'ai fait pas mal les quêtes annexes et que parfois j'ai un peu galéré. Ouais, c'est ça, une bonne 50aine d'heures. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est un bon jeu quoi. Ouais. Ça tient bien. Les F qui bouillonnent, on va. Vas-y. Non, en fait, t'as répondu à pas mal de questions au fur et à mesure, donc tu vois, j'ai bien fait de te laisser finir. Tu l'as fait du coup Je n'ai jamais joué à Nier, j'ai joué à Automata. Et Automata, dont je suis tombé largement amoureux et que je n'ai pas fini. Donc, tu vois, c'est une honte. Presque. Pourquoi manque de temps. En fait, à un moment, j'ai dû lâcher pour faire autre chose, un autre projet, podcast, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai jamais repris. Mais je te soutiens surtout
concernant le jeu. Même sur Nier, je n'ai pas joué, je connais le jeu, mais je te soutiens largement, autant sur la musique, qui est absolument fantastique, parce que je la connais déjà. Sur le gameplay répétitif, c'est déjà le cas sur Automata, clairement, c'est pas le cœur du jeu, mais ça, faut vraiment que les gens comprennent ça, parce que c'est du hack and slash pur et dur, donc c'est vite répétitif, c'est un peu chiant si tu trouves pas ton propre bonheur dans ta façon de combattre, en fait. Donc c'est vraiment que ça. Pour le reste, je ne vois complètement pas le lien historique entre les deux. J'imagine qu'il y en a un. Oui, il y en a un. D'accord, ok. Faut finir le jeu pour le comprendre. Oui. En fait, si tu veux, dans le... Alors, tu as fait Automata, donc je pense que tu es assez avancé. Je sais pas si tu te souviens, mais dans Automata, on parle beaucoup du projet Gestalt. Oui. Ouais. Là, on t'explique pourquoi, et surtout, on t'explique qui est Devola et Popola. D'accord. Et c'est là le lien, en fait. D'accord. Et de okay. rien que les... Enfin, je veux pas aller trop loin, mais non, mais d'accord, donc je comprends mieux. Ouais, donc il faut vraiment... ok, c'est les deux. Parce que tu vois, tu parlais d'un podcast qui en parlait. J'imagine que tu faisais référence au... Rendez-vous jeu. Au rendez-vous jeu avec Exerve. Oui, exactement. Parlait, effectivement. Tu connaissais l'histoire d'ailleurs qu'il y avait derrière ce podcast? Pourquoi ils ont enregistré ça? Parce qu'ils se fightaient, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils n'étaient pas du tout d'accord entre les deux, entre Patrick Béja et Exerve. Et du coup, je l'ai pas fini ce podcast. Tu as raison. Pour me dire, non, en fait, je veux finir ce jeu. Il est toujours dans mon téléphone en stand-by que je finisse. Je me suis posé la question, est-ce que je vais au bout de ce podcast ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y jouer? Et je fais, bon, je sais que je vais pas y jouer maintenant, et peut-être que, et tant pis pour moi, mais au moins j'aurai la culture du jeu, quoi. Enfin, je sais un peu comment ça se termine, quoi. Ouais, mais c'est fou parce que j'ai l'impression que autant Nier, je sais qu'il a fait un carton quand il est sorti, mais j'ai l'impression que, enfin, il a fait un carton auprès des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs. Automata ou Nier? Le Nier. Bah justement, il était un peu. Mais voilà, il a pas fait un four parce que le peu de, enfin, c'est un succès d'estime en fait. Clairement, quand les gens ont mis la main dessus, ils savaient qu'ils avaient un bon jeu entre les mains. Mais en termes de vente, il est passé un peu à l'as en fait. Ouais. Bah, c'est surtout qu'à l'époque, en plus, Nier, c'était un ovni. Oui. C'était un ovni, et du coup, c'était vraiment, je dirais pas pour les... C'est vraiment pour ceux qui cherchaient une histoire vraiment... Déjà pour tous ceux qui ont joué à Drakengard, parce qu'ils savaient déjà que c'était complexe, parce que là, c'est encore plus complexe. Mais je pense que c'est pour eux, c'était un... Ouais, c'était... Peut-être il est pas sorti à la bonne époque, je dirais ça comme clairement, ça. Ouais. Et Automata, en fait, quand il est sorti, bon, il a fait un petit carton, quand même, faut le dire. Mais pareil, en fait, je trouve qu'il a pas eu le succès qu'il aurait mérité, en fait. Il fait quand même partie des 10 meilleurs jeux de la 2007 largement, je pense. Enfin, tu demandes à n'importe qui. En termes de vente. Alors, en termes de vente, je sais pas dire. En termes commerciaux. Peut-être pas chez nous, mais en tout cas au Japon, c'est incroyable. C'est cheat code là-bas sur un jeu comme ça. Mais non, c'est vraiment le seul truc que je regrette sur Automata, et je pense que c'est pareil sur Nier, c'est que l'histoire est très bien, mais je la trouve ultra cryptique en fait. Ah oui. Vraiment, si tu t'attaches pas aux détails, si tu loupes quelques dialogues, si tu retiens pas correctement les noms, en fait, t'es vite perdu en fait. Bah, c'est pour ça qu'il y a des guides, il y a pas mal de livres qui sont sortis justement pour t'expliquer toute la lore qui est complètement malade, parce que même moi, je réécoute encore des podcasts et des vidéos parce que je me dis mais je comprends pas pourquoi le comment de certains personnages, pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils disent ça. Il y a des trucs hyper subtils, par exemple, enfin je peux pas en parler, mais sur par exemple, je sais pas si on va se dire est-ce que le personnage est-ce qu'il est, je sais pas, hermaphrodite ou non, ou je sais pas, c'est plein de détails qui sont en fait dits dans des répliques, et là je me dis waouh, mais moi sur le coup j'ai appuyé sur continuer sur la réplique et j'ai pas fait attention quoi. T'as besoin de l'explication de texte clairement. C'est ça. Et pourtant tu vois, je trouve ça cryptique, autant dans Dark Souls ça me semble moins cryptique en fait. Et pourtant l'histoire dans Dark Souls c'est pareil, c'est enfin elle est pas vraiment du tout dialoguée quoi, donc c'est vraiment difficile. Mais là, c'est ce que les Japonais ont le don de faire en fait, des histoires ultra cryptiques alors qu'il y a vachement de dialogue. Donc c'est vraiment bizarre. Mais c'est survendu. Hein. Enfin, dans le sens, je kiffe. Survendu dans le sens, ça vaut pas le coup. C'est survendu pour moi, de ouf quoi. Oui, bien sûr. Automata, j'ai trop envie. Enfin, tu vois, à t'écouter, j'ai envie de m'y remettre déjà. Donc, magnifique. Voilà. C'est bien, t'as réussi à transmettre ta passion en tout cas pour ces deux jeux. Et si on doit en choisir qu'un seul entre les deux, toi tu dirais Nier, de loin. Bah, comme je disais, en fait ce qui est bien, voilà, c'est un peu, si on faisait un peu, enfin je sais pas, en fait récemment j'avais une conversation avec quelqu'un sur la comparaison entre Heavy Rain et Détroit. Ouais. Qui sont sortis à deux époques différentes. Et quoi? Et Détroit Become Human. Détroit Become Human. Et je disais que, alors j'avais justement ma collègue qui me disait, bah moi ce qui m'énerve dans les jeux arcade, enfin les jeux un peu rigides, c'est vraiment le gameplay qui peut pourrir mon expérience. Et moi je disais bah non, finalement moi si l'histoire est
est dingue. Moi, ça me prend les tripes, gameplay ou pas. Enfin, voilà. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Juste en disant ça, j'ai compris ce que tu pensais. Donc, parce que pour moi, c'est Heavy Rain au-dessus de tout. Quoi. Et en fait, elle m'a dit non, moi je préfère D3 parce que justement, parce que dans Heavy Rain, on est d'accord que R2 pour marcher, c'est pas non plus le meilleur truc du monde. Mais elle me disait, moi, ça m'a pourri mon expérience parce c'était buggé, c'était ci, c'était ça. Et moi, je disais, moi, justement, j'ai peur de faire pour ce qui est quand j'ai joué à Automata. Alors, je me disais, ok, c'est beaucoup de choses qui ont été améliorées, mais en termes d'histoire, j'avais pas cette profondeur que j'avais dans Nier. Ok, je pense que c'est un bon résumé. T'avais joué à Nier avant Automata, du coup? Non, j'avais joué à Automata avant Nier. D'accord, ok. Et même si tout le monde a dit non, il faut que tu commences par Nier premier, j'ai fait non, je l'ai acheté Automata en premier. Non, mais du coup, tu vois, tu aurais pu rester sur Nier parce que tu avais cette découverte avec. En premier, ouais. Oui. Mais du coup, non, en fait, là, tu casses mon exemple, là, effectivement. Mais je suis d'accord sur Heavy Rain, bien sûr. Ouais, Heavy Rain Detroit est très bien, mais Heavy Rain est encore. beaucoup. Voilà. Ouais. Sauf que voilà, j'ai deux sons de cloche. Non, mais je vois très bien le débat. En tout cas, merci de nous avoir parlé de Nier et plus généralement de la série et puis la suite. Donc, c'est dispo depuis 2010 et je sais pas s'il a été refait sur PS4 ou non, mais on espère beaucoup. D'accord. Très, très fort. Donc, on peut y jouer encore sur PS3. Et puis, ça doit pas être très cher. J'ai pas regardé les prix, mais il est à 20 balles sur. Ouais, ça doit être ça. Ce qui reste cher pour un jeu PS3. Hein. Oui, mais s'il est bien, on s'en fiche. Voilà. Merci, Ellie. On va maintenant parler de nos coups de cœur, mais juste avant, on va faire un petit point sur les défis. Donc là, il y a pas mal de retard à rattraper, puisque Ellie, on va commencer par toi, du coup, tu vas garder la parole. Si je me rappelle bien de ton défi, tu avais pour objectif de jouer à un jeu mobile différent, nouveau, par mois. Exactement. Nous sommes en mai. Qu'en est-il ? Nous sommes en mai. Eh ben, j'ai changé de téléphone. Tu as refait des jeux, ça compte pas. Eh ben, voilà. En fait, alors c'est pas une excuse, mais bon, ça peut expliquer. J'avais un iPhone SE qui plantait à chaque fois, donc autant vous dire que les jeux mobiles c'était pas du tout possible. Alors là, du coup, j'ai appris il y a pas très longtemps que Wonder Boy arrivait sur. Quelle tuerie. Sur Android iOS, donc je pense que j'ai commencé par ça, mais effectivement j'ai pas pu me mettre à jour sur mes objectifs. Il y a eu un c'est quoi à ta gauche, je pense que tu peux répondre à la question. Wonder Boy. C'est quoi Wonder Boy C'est un jeu qui était sorti historiquement, c'est le Wonder Boy que tu connais de l'époque, donc sur Master System, Dragon Strap exactement, et qui a été refait en 2017 de mémoire sur Switch, qui est juste un remake pardon, mais juste entre guillemets parce que je le fais avec les doigts donc on le voit pas, mais qui est visuellement mais incroyable et d'un point de vue sonore aussi qui est fou. Et en fait tu peux jongler entre les versions récentes et l'ancienne version, que ce soit d'un point de vue visuel ou d'un point de vue sonore. Et le jeu est ce qu'il était à l'époque et il répond fidèlement à ce que les fans attendaient et c'est une tuerie quoi. Il est difficile, très exigeant, mais très très bien. Et il se fait en quelques heures, 4-5 heures je crois. Mais je suis content de voir qu'il sort sur d'autres formats après la Switch, la PS4 et qu'il arrive sur mobile. Il a l'air pas mal, hein. Ouais. Il défonce, il est génial. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Moi non plus, mais je viens de découvrir. Voilà, merci. Moi, j'avais juste vu des trailers, ça me donnait déjà envie, mais du coup sur iOS encore mieux, ça, pour les objectifs. Ah ouais, clairement, ouais. Et du coup, t'as pas fait d'autres jeux récemment parce que là, c'est les jeux à venir, le jeu à venir, mais t'as pas de petites découvertes sympas? Non, j'ai été très occupée. Enfin, j'ai eu un déménagement, donc du coup, j'ai pas eu le temps de pouvoir m'y mettre. Ok, donc on compte sur toi la prochaine fois pour parler de ce jeu-là peut-être, et puis d'autres avec plaisir. À toi, Zef, de parler de ton fil rouge. De mon fil rouge. Fil rouge, très belle transition avec ce qu'on a derrière nous, enfin derrière moi en tout cas. Effectivement, je t'enverrai les photos. Ouais. Que dire, non, je suis plus qu'en avance, je suis en train de penser à me trouver un autre défi parce que du coup. Carrément. Excuse-nous. Au départ, c'était je suis à la bourre, tout ça, et là. Non, mais effectivement, en fait, j'ai tout rattrapé. Là, je fais mon jeu d'enquête que je reçois mensuellement. J'avais 5 mois de retard quand on a commencé ce défi, donc en début d'année. J'ai fini la boîte, la saison 1, donc sur laquelle j'avais 5 mois de retard, je l'ai fini. J'ai attaqué la saison 2, là j'ai fini la 4e boîte hier soir. Ah ouais, pas mal. Ouais. Donc effectivement, ce qu'on regarde là en ce moment, c'est mon enquête. Ça paraît bordélique, mais c'est très clair dans ma tête. Mais tant mieux, il faut. Voilà, donc il y a toujours pareil, dossier musical, lettres correspondances qui sont envoyées à moi par le patient, correspondances que lui reçoit, des objets qui me servent à décrypter les énigmes. J'ai la photo d'un cadavre enfoui sous des feuilles en haut. J'ai un staff calendar qui correspond à l'hôpital où il est. J'ai des rapports de police à lire. Ah oui, j'avais pas vu le cadavre.
Ouais. Ok. Voilà, donc tout ça, c'est un jeu d'enquête que je continue. Donc là, je pense que je finirai la saison 2 à la fin du mois de juin, éventuellement. Ok. Donc j'aurai à ce moment-là rattrapé mon année de retard. Enfin, une année d'avance sur les défis. Ah ouais, donc peut-être que 7 mois, 6 mois, ouais, c'est à peu près ça. d'ici 2-3 podcasts, peut-être que tu te lanceras un nouveau défi. Ouais, je vais me lancer un défi. Donc voilà, non, j'avance tranquillement. J'ai juste pas le temps de rédiger l'enquête parce que c'est vraiment très très long. Il y a énormément de détails dedans à parler. Mais c'est intéressant parce que je sais pas si je l'avais raconté la dernière fois, mais j'avais envoyé le rapport d'autopsie, je l'avais renvoyé à un pote qui est médecin, qui lui a envoyé. Non, je ne ai pas. Non, mais tu peux en parler. Non. Dans la saison 1, effectivement, on reçoit donc par le jeu, donc par le patient qui est lui-même qu'on se doute être un tueur en série, un rapport d'autopsie donc d'une Jane Doe, donc une personne inconnue. Le rapport est en 4, il y a 4 pages dessus, hein, c'est pas grand-chose. Il y a son nom, donc Jane Doe qu'on connaît pas, son âge approximatif, où elle a été retrouvée, comment elle est morte, et l'autopsie qui est pratiquée. Donc l'autopsie fait une dizaine de lignes. Donc quand on lit ça rapidement, on voit le nom du médecin, on voit autopsie, bon bah voilà, la personne a eu, plusieurs coups de couteau sur l'abdomen, on voit un coup de couteau qui a été donné sur la main droite et sur le bras droit avant, donc on peut supposer quand on fait le geste que la personne s'est protégée, donc elle était vivante et que l'agresseur était face à elle, ainsi de suite, plein de petites choses, qu'elle était droguée, je crois, qu'on a retrouvé un produit dont j'ai plus le nom en tête, mais dans son sang, qui suggère qu'elle était enceinte, et du sang et du liquide séminal dans le vagin. Donc, on soupçonne. Au début, je pense à un viol, effectivement. Genre, je vois la tête de Jordan quand je dis ça. Mais en fait, non, je pense, au fur et à mesure de l'enquête, j'ai pensé à autre chose, et je pense que j'ai raison. Le fait est que, voilà, j'ai ce rapport d'autopsie entre les mains. Donc, j'ouvre ça, c'était la deuxième boîte, hein, je parle de ça, c'était il y a plus d'1 an maintenant. Donc, je lis le truc, je me dis, ok, bon, bah voilà, je pense que... En fait, comme il faut créer ces pistes et les étudier soi-même, je pensais que voilà, la personne qui m'a envoyé le lettre l'avait tué, violé, et qu'il avait abandonné dans le fleuve, parce qu'elle est retrouvée dans un fleuve, pas très loin de là, effectivement, où lui se trouve à ce moment-là. Après, quand on fait un rapport de date, on voit que c'est pas possible parce que lui n'était pas là à ce moment-là, donc ça le disculpe. Pourquoi il aurait envoyé ça? Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Et donc, en fait, je regarde plus tard ce rapport d'autopsie. Donc, quand je reprends le jeu, en janvier ou février là, de cette année, et je regarde le rapport d'autopsie, je me dis, putain, en fait, j'avais pas vu, mais le rapport met les heures de début et de fin. Donc en fait, le rapport a commencé genre à 8h du matin, il a fini à 22h le soir. Je crois, enfin je dis les heures comme ça, mais grosso modo, l'autopsie a duré 11 heures. Ce qui est long pour l'autopsie. Très long. Moi, je me dis, putain, c'est super long. Ça paraît long, ne connaissant pas. Et je regarde, il y a 4 médecins qui sont sur l'autopsie. Je me dis, putain, 4 médecins, ça paraît beaucoup quand même. Moi, je regarde les séries télé, je dis, il y a 2 médecins maxi, quoi, tu vois. Et donc j'ai un pote médecin avec qui je fais du GN, qui est super sympa, et je lui envoie un petit message privé en disant, mec, voilà, ça paraît con, mais est-ce que pour une autopsie, combien de temps ça pourrait durer et tout. Donc lui, je lui explique rapidement, c'est pour un jeu et tout. Il me dit, il me dit 4 heures, 5 heures maxi, quoi. Il me dit, ça peut durer plus longtemps si c'est une autopsie légale, dans le sens enquête. Ce qui là n'est pas mon cas. Donc je lui dis, ah ouais, 11 heures, du coup il me fait, 11 heures c'est un peu long hein, pour une autopsie normale. Je fais, combien de médecins il y a autour de la table? Il me fait, ça dépend, 2, avec un assistant éventuellement et tout. Je fais, 3, 4 c'est beaucoup. Il me fait, ça commence à être pas mal, ouais. Il me dit, mais c'est quoi ton truc? Donc je lui explique un peu plus. Il me fait, attends, envoie-moi les photos de ton truc, je vais demander à des potes. Et donc je envoie ça, 3 jours après il me voit des réponses et il me dit, putain ça a excité tout le monde, ton truc c'est trop bien. Et donc il a créé un groupe avec des potes qui sont à lui qui sont médecins légistes. Et donc les gars ils ont fait un trade d'enculé. Genre ils se sont pris la tête pendant 3 ans en disant mais c'est pas normal, les mecs ils se foutent de la gueule de qui, 4 lignes pour ça et c'est pas crédible. Et donc ils commencent à chercher et donc ils m'ont fait tout un rapport sur ok ça veut dire ça, ça veut dire ça machin et tout. Bref. Donc voilà c'est super marrant comme truc. Ouais c'est marrant quand même. Ça m'a pas forcément plus aidé que ça dans le fond de mon enquête mais je trouvais ça assez intéressant. Ouais. Ça fait participer des gens comme ça. Ouais, c'était cool. C'est rigolo. Ok et à toi Pitchy du coup de nous faire ton bilan fil rouge. Alors moi c'était moi je me mettais à courir. Ouais, c'était courir plus de manière générale. Courir plus et c'est chose faite d'ailleurs parce que j'ai commencé à faire des courses, j'en ai fait 2 et j'en ai 2 autres de prévues dont une avec toi Jordan.
C'est vrai, Oh. c'est bientôt, tout à fait. Bah oui, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines, je crois. C'est ça, ce sera juste après la diffusion du podcast dans la même C'est semaine. un 5 km 9. 9 km Mais c'est à la cool. Ouais, mais c'est à la cool. Parce qu'on passe par des. En fait, on visite des monuments de Paris. Ouais. C'est Run My Paris, c'est Run Run My My City. City. Voilà, de Paris. Et on avait le choix entre 9 et 15 km, on s'est pas mis trop de pression. Et Et en on fait, fait à la- chaque kilomètre, tu visites. Stylé. Tu peux visiter, je sais pas, ça va être l'Opéra Garnier, tu vas aller dedans, tu vas prendre tes photos et tu retournes courir. Et en fait, le circuit, c'est ça. Il y a des petits spots exprès où on a attendu pour faire des photos, pour voir un peu et on Ça va repart. être cool. Donc c'est pas c'est pas de Non, la c'est perf. pas quoi. un truc Ouais. ouais, c'est pas la perf. Ouais. Contrairement à ce que tu as fait justement. Ouais, alors j'en ai fait 2 du coup. Donc oui, donc je cours plus souvent la semaine. Enfin, je suis beaucoup plus régulière. Maintenant, j'ai intégré le Adidas Running. Donc c'est les groupes Adidas qui se rejoignent enfin dans différents quartiers. Et donc là, moi, c'est Pigalle notamment. Donc j'y vais toutes les semaines. Voilà, et j'essaye de courir une 2e fois ou une 3e fois en plus. Par semaine, et là les 2 courses que j'ai fait, donc il y avait le Grand Paris où on partait de République, et en fait je l'ai juste fait pour le kiff parce que on arrivait dans le Stade de France Ah, stylé. Voilà. Ouais, je savais pas. et c'était vraiment super bien. Donc là c'était la première course que j'ai faite, et j'étais contente, et la 2e c'était les 10 km de Boulogne. Voilà, et là il y a le Run My City qui arrive, et puis il y a les 10 km Adidas en juin, je crois. D'accord. Voilà, et l'objectif ce serait le semi-marathon l'année prochaine. Ah ouais. Ah ouais, C'est bien Ah. déjà. Ok. Je suis préinscrite. D'accord. Je me suis dit, voilà, comme ça, c'est bon. Tu La pression. verras. Ok. Et tu vas aller Ouais, jusqu'au je pense marathon que ou plus ou... Marathon, je sais pas, parce que déjà, je me dis 20 km, ça peut être pas mal. Enfin, c'est plus de 20 km, je crois, c'est 21 km. Donc, je vais y aller étape par étape, déjà. Je me dis, si je peux faire déjà le semi-marathon, ça peut être pas mal. Je pense que j'en suis capable. Il suffit d'entraînement. Mais par contre, après, ça double. Donc, ça fait vite quand même beaucoup. Donc, je sais pas du tout, en fait. Faudrait que je me pousse au maximum. Mais je vais y aller petit à petit pour pas me dégoûter non plus. Et pas... Mais c'est bien. Mhm. Ouais. Faut que tu prennes du plaisir aussi. Si c'est juste Oui, de la voilà, souffrance, c'est ça sert à Ouais, rien. Quoi. ouais. Ok, et ben c'est pas mal. Et à Et mon toi tour de parler de mon fil rouge. Et donc si je résume un peu, on va dire 2 personnes sur 3 ont été bons élèves. Donc ça c'est plutôt cool. Mais moi j'ai des petits soucis puisque j'ai pas lu ces 2 derniers mois. J'ai lu aucune BD, aucun roman Oh. graphique et malheureusement ouais j'ai pas grand chose à dire. Mais il faut que je m'y remette vraiment et pour le coup donc je vais rattraper. Hein, C'est quoi, donc, manque de temps? Ouais, on va dire ça. Puis Motivation? on va dire j'ai remplacé la lecture par du jeu, tout simplement dans les transports. Je joue beaucoup plus qu'à une époque peut-être, entre la Switch et la Vita. Et voilà, alors que je pourrais lire, hein, même des fois le soir, ça m'arrive, je me couche et je me dis, au lieu de lire, je joue. Donc voilà, ce qui est pas forcément bien parce que ça t'excite un peu plus avant de te coucher, donc c'est pas forcément bon, on va dire. Donc ouais, je devrais rien que pour ça me mettre à lire un peu plus. Mais je vais le faire, promis. Bon, le prochain peut. Alors il y a des gens en avance sur leur fil rouge, des gens en retard. Enfin c'est le but. Ouais, mais en non, même temps. mais c'est. Ouais, oui. L'avance de Zef, elle est en retard, je crois. Bref, donc, mais bon, on en reparlera très bientôt. Voilà, merci pour ces petits bilans de vos fils rouges respectifs. Et donc, on passe au coup de cœur. Je vais commencer, puisque j'étais mauvaise élève sur les fils rouges. Je me suis mis récemment à rejouer à Castlevania. Donc il y a une compilation qui est sortie le 26 octobre dernier, le même jour que Red Dead 2, qui est passé totalement inaperçu à cause de ce jeu, ou presque. Et en fait, récemment, il était en promo sur le PSN, et je me suis dit, je vais le prendre, 10 € de 20, pourquoi pas. En fait, c'est une compilation de Rondo of Blood qui était sortie à la base sur PC Engine, puis revenu sur PSP, je crois, mais qui n'était pas très propre en termes d'adaptation, et de, selon moi, le meilleur Castlevania, Symphony of the Night, qui est le plus marquant, qui est hyper dur à trouver en boîte sur PS1, qui est sorti en 97, et c'est surtout pour ça que j'ai acheté la compile. Et on se l'est fait avec un pote à distance, enfin, mon pote est à distance, et en fait, on se mettait en mode partie sur PS4, on y jouait à peu près en même temps, sachant qu'on arrivait à peu près à faire le même parcours, c'est pas linéaire, hein, c'est vraiment le Metroidvania, par excellence, et c'est un jeu qui, après 20 ans, n'a quasiment pas vieilli. Il y a des petits soucis, on va dire, qu'on peut faire au jeu, des petits reproches, mais vraiment, il y a des mécaniques, des musiques, des sons. Un peu comme toi quand tu parlais de Nier tout à l'heure, Ellie, j'en ai des frissons à écouter les musiques. Je me suis acheté le vinyle évidemment. Enfin j'ai adoré quoi. On l'a refait à fond, à 200,6%, puisque oui c'est ça à fond. C'est un méga spoil du jeu, mais c'était à 20 ans donc j'ai le droit. Une fois qu'on a terminé le château en fait, on revient dans le château inversé. On fait la même carte en fait à l'envers. Et les ennemis sont plus difficiles, les boss ça dépend lesquels, mais en tout cas il y a ce côté là où en fait on reparcourt la même chose, on connaît ce qu'on avait fait avant et c'est ouf, c'est un jeu mais dingue quoi, c'est dans mon top 10 de jeux préférés de tous les temps. Enfin, il y a pas photo.
faites-le si vous aimez un minimum le genre. C'est quelle plateforme? Alors, il est sorti sur PS1, puis il était ressorti en version classique sur le PSN, donc tu peux y jouer sur PS3, sur Vita. Et là, c'est la version PS4 qui est sortie. PS4, ok. Il y a... Alors, le gros défaut de cette réadaptation, c'est qu'ils n'ont pas retravaillé les vidéos, donc c'est de la qualité PS1. Les rares fois où il y a une vidéo, c'est dégueulasse, vraiment. Mais on s'en fout parce que... ça te remet dans l'ambiance. Voilà, c'est l'intro et la fin du jeu, hein, clairement. Ça te remet dans l'ambiance. Mais le jeu... j'ai pas mal de recul entre mon canapé et ma télé, donc ça me dérange pas. Mais jouer trop près de son écran, je pense que c'est moche. C'est un peu moche. Faut y jouer loin, c'est con. Mais après, il y a des options pour retravailler, pour réafficher différemment. Mais ouais, j'ai adoré ce jeu. J'ai passé une 20aine d'heures dessus à vraiment tout faire, à faire le trophée platine justement. Et il est dingue, quoi. Et justement, c'était la première fois que je faisais aussi Round of Blood, qui est l'histoire juste avant. Du coup, on comprend mieux parce qu'on commence par la fin de Round of Blood dans Symphony of the Night. Et c'était une bonne occasion de me mettre dans l'histoire de Castlevania, surtout que ça m'a donné envie de regarder les épisodes sur Netflix et de rejouer au prochain jeu puisqu'ils ressortent des compiles bientôt, donc pour l'anniversaire. Il y a une série Netflix. Il y a 2 saisons de 4 épisodes, je crois, et j'ai pas encore regardé, mais un peu plus que 4, non 4 dans la saison 1 et la 2 j'ai pas vu. Ouais, c'est possible. Mais ouais, je pense que je vais me mettre dessus parce que j'aime. Tu les as pas vus encore? Pas encore, non. Mais c'était l'occasion. Non, mais tu verras. On m'a dit c'est pas mal. C'est pas fou, mais c'est pas fou du tout, quoi. Mais c'est cool pour l'histoire, je pense. On verra. Ouais, si t'aimes. J'aime bien Castlevania, oui. C'est très américain qui ont voulu faire du manga en fait, et du coup c'est très plat. Ah ouais. D'accord, ok. Mais visuellement, ça vaut son truc, quoi. C'est pas. D'accord. Sachant que je me suis fait, à l'époque sur PS1, j'avais fait le jeu en anglais, et là j'ai mis les voix en jap. Je sais pas pourquoi, mais pour le kiff. Donc c'était cool d'aller chez le bibliothécaire qui parle en japonais, quoi, avec des bonnes intonations. C'était plutôt cool, quoi. À toi, Pichi, de nous parler de ton petit coup de cœur. Ah, mais j'en ai plein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je vais à choisir. Alors, je ne vis plus que par ça. Maintenant, j'ai visité une ferme d'alpagas. Je suis jalouse. Mon Dieu, que c'est mignon ce truc. Laissez tomber les chats, laissez tomber les hamsters, tout ce que vous voulez. Les alpagas, c'est le truc le plus mignon que j'ai jamais vu de ma vie. En fait, je suis partie dans les Vosges pour quelques jours et en regardant un peu ce qu'il y avait à faire autour de la ville. En fait, on est tombé sur ça, une ferme d'alpagas et des lamas, voilà, lamas. Et on s'est dit, vas-y, go. On va voir, quoi. Et le truc, c'est trop mignon, c'est tout doux, vraiment, c'est d'une douceur absolue. C'est super gentil, vraiment. Alors on a pu les caresser, leur donner à manger, tu vois. Et en fait, on a parlé un peu avec le mec qui tenait cette ferme-là et qui nous expliquait un peu comment il a débuté là-dedans et ça fait un moment maintenant, je crois que c'est une 20aine d'années ou plus qu'il a ça et du coup ouais, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces trucs-là. Donc maintenant, tous mes gifs, tous mes émoticônes, tout mon mec qui me dit putain là c'est de l'obsession quand même, ça suffit. Je suis tombée amoureuse de ce truc-là. C'est trop chaud. Voilà, c'était juste pour me la péter et me dire que voilà, j'ai des alpagas et c'est trop. Ton feed Instagram il doit être que des alpagas. Non, j'ai même pas fait ça. J'ai juste mis l'image. Je sais même pas si c'est celle-là que. Mais si, je t'avais envoyé par Twitter. Voilà, c'est juste celle-là. Mais sinon, autrement, il y a plein de vidéos, forcément. Je suis des comptes d'alpagas, j'adore. C'est vrai. Tu vois, ça, c'est un truc de meuf. Mais c'est trop chaud. Franchement, c'est trop chaud. Et tu dis on oublie les chats, tout ça, mais on peut pas avoir ça à la maison, quand même. Presque. Tu pourrais. Il faut avoir une grande maison. Non, en fait, il faudrait avoir un gros jardin. Ouais, voilà. Un terrain plus qu'un jardin, je pense. Même en jardin, ça devrait aller. Ok. Moi, je fais rentrer dedans. Hein, Peut-être un prochain sujet. Je force. Je t'enverrai il y a un couple qui a un alpaga, mais c'est pas très grand. Ils ont pas une grande maison, mais du coup, il est tranquille. Pas comme un chien, mais il a son endroit. Oui. Je vois lequel tu veux dire. Ouais, voilà. Il lui fait des câlins et tout. C'est trop bien. Ouais. Le lien de ce que tu m'as envoyé est déjà dans la description du podcast. Donc, écoutez, c'est un peu plus bas. Donc, très bien. Tu vas garder la parole, du coup, pour donner ton coup de cœur. Tu parlais de Netflix tout à l'heure, du coup, je vais rebondir sur ça. Sur une série qui s'appelle Love, Death, Robot. Là là. Alors, attends. Je sais pas si je te coupe, parce qu'on a déjà parlé dans le coup de cœur. C'est peut-être le seul contre-casque que ça n'a pas écouté. Oui, peut-être, oui. Mais tu peux raconter si tu veux. En fait, non, c'était juste que, comme j'ai pas... Alors, en fait, j'hésitais entre deux coups de cœur, parce que je suis en train de binge-watch American Gods, du coup, je peux partir sur ça. Ouais. Et alors, je suis à l'épisode 5, là, sur American Gods, je suis complètement mindfuck.
Je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'adore. Ils sont tous tarés. Moi, j'adore les séries où il y a des tarés de toute manière. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais alors c'est mon gros coup de cœur de hier. C'était. Ah oui, hier, t'as battu les 5 déjà. Ouais, c'est ça. Je suis allée, je fais, c'est génial. Bien. Et du coup, en fait, ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé une série. Et là, je me dis, mais j'adore ne pas comprendre. Enfin, jamais dans le flou et dire à la fin, ah ouais, super. C'est peut-être les finir, hein, je sais pas. Quand t'aimes bien un truc, tu vas au bout, quoi. C'est vraiment. Ouais, voilà, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout, me dire c'est des petits détails, tout ça, j'adore. Voilà. Et Love, Death and Robots, t'as fini ou pas? Je l'ai fini et mon épisode préféré, c'était La Bonne Chasse. La Bonne Chasse, c'était laquelle? La Bonne Chasse. C'est avec t'es en Chine. Et t'as une espèce de renard, un esprit. Tellement bien, mais oui, bien sûr. La réaction. Non, j'ai pas vu alors, je pense. Voilà, c'est mon préféré. Si, ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Ketrus. Donc l'animation est folle avec le truc qui devient steampunk. Oh, tellement cool! Mais je trouve que c'est très inégal en termes de graphisme et tout. Il y en a des très beaux et d'autres, ouais. C'est un style où t'accroches ou pas. Hein. Ouais, c'est ça. Celui-ci, par exemple, visuellement, c'est du dessin. C'est un peu bizarre en termes de morphologie. Il est pas vraiment, enfin, tu vois, il est très un peu tiré ou je sais pas comment dire. C'est un peu bizarre, mais putain, l'animation elle est folle et l'histoire elle est tellement. Oh là là, l'histoire est tellement cool. Le dernier que j'ai vu, qui était un peu spécial, mais j'ai bien aimé, c'est celui en cel shading qui m'a fait penser un peu à un Telltale en fait. Je sais pas si vous voyez, il y a 2 personnes dans une voiture qui tombent en panne dans le désert. Ah oui. Ah, je l'ai bien aimé celui-là. J'ai trouvé bizarre mais cool. Donc, c'est pas mon préféré, hein, mais de ceux que j'ai vu pour l'instant. Mais, okay. J'ai bien aimé ce qui se passe à la fin. Voilà. Ok, ouais. Mais ouais, à faire pour le coup. Moi, j'en regarde 1 ou 2 par mois en ce moment. Enfin, j'y vais doucement, quoi. Parce que, tu te les gardes. On se les fait à 2 et voilà. Donc après, je suis moins série peut-être que d'autres, mais ouais. Mais c'est cool. C'est une série à faire. À voir. Et à toi, Zef, de terminer par ton coup de cœur. Ouais, du coup, moi, j'allais parler de Netflix aussi, mais j'allais enchaîner sur un bouquin. J'ai fini la série sur Ted Bundy, je reste dans les serial killers, qui parle des cassettes, là, justement, qui ont été retrouvées. Je fais les guillemets avec les doigts parce que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Qui raconte grosso modo sa vie sur 4 épisodes. Et en fait, j'aime pas mal les tueurs en série, donc je connais pas mal de choses sur eux. Et en fait, quand je regarde la série, je me dis, tiens, ils sont assez sympas quand même sur sa vie. La série, tu vois, sur Twitter, les gens disaient c'est violent, c'est machin et tout. En fait, non, c'est vraiment soft par rapport à ce qu'il a vraiment fait. D'accord. Et en parallèle, je suis en train de lire un bouquin, donc Ted Bundy, L'Ange de la décomposition, qui est un bouquin, j'ai oublié c'est truc noir, je sais plus, je vois plus le truc, mais c'est pas grave. Et en fait, où il raconte effectivement sa vie, mais vraiment cette fois, avec toutes les choses un peu crades qu'il a fait, et ça rend l'image un peu réel, je sais pas comment dire ça en fait. Vous savez, quand on parle des tueurs en série, si vous avez un peu d'appétence dans le truc, ça donne tout de suite une forme d'attirance-répulsion en fait. Tu t'aimes pas ça parce que c'est quand même des monstres, mais il y a un truc un peu attirant dans le truc cool. Le fait de se dire c'est un peu du Dexter-like, c'est machin, tu vois, c'est le truc. Et en fait, quand tu lis ça, tu fais en fait non, c'est pas du tout fun comme truc. Et donc voilà, donc si vous aimez les tueurs en série, vous avez envie de vous connaître un peu plus sur Ted Bundy et sa vie assez extraordinaire quand même, extraordinairement affreuse pour le truc. Ouais, c'est ça. 35 ou 36 victimes à son actif. Voilà, la série Netflix est vraiment bien pour le coup parce qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes dedans. Et là pour le coup, Ted Bundy, L'Ange de la décomposition, c'est un très bon bouquin mais assez violent quoi, clairement. Ok. Bah merci à vous pour vos coups de cœur. On arrive au bout de ce 8e épisode du Contrecast et il est temps de faire un petit récap sur les chroniques. Donc Pitchy, tu nous avais parlé de Pikuniku, Zef de Stay Cool et Ellie de Nier. On a enchaîné avec, comme d'habitude, le fil rouge et les différents coups de cœur. Merci à vous. On va faire un petit tour de table pour savoir où on peut vous retrouver sur les internets. À toi, Pitchy, où est-ce qu'on peut suivre tes aventures avec les alpagas ou autres? Sur peut-être plus sur Insta et Twitter. Alors là, tu vas te foutre de ma gueule parce que je m'en rappelle toujours plus. Non, parce qu'en fait, c'est déjà écrit en bas dans la description. Mais sur Twitter, c'est pas MPitchy? C'est Pitchy, underscore Pitchy. Ouais. Voilà. Je connais pas son la dernière fois, et voilà. Et très bien, c'est déjà écrit dans la description, comme ça les gens vont pouvoir voir. Zef, toi, ton podcast du moment, je vais reparler de Défaussé parce que c'est plus simple. Allez. J'ai parlé du jeu de plateau, voilà, Défaussé toutes les semaines sur le podcast iTunes, le Spotify pour parler de jeux de plateau, jeux de société en général. Et voilà, 20 minutes avec ma pote Alex. Et c'est très cool.
combien d'épisodes en tout déjà? Parce que J'ai arrêté de compter. Ah ouais, beaucoup. Ah oui, quand Ouais, même. mais parce qu'on a... En fait, on est au 30e de la série régulière, mais quand on en a fait 24, 54, voilà. Voilà, bah tu vois, Non, 64. Non, 24. Oh merde, non, 50. 54. C'est vrai, j'étais bon. T'étais bon. À toi, Ellie. J'ai le même pseudo un peu partout, donc c'est Hello Ellie, que ce soit sur Insta, blog ou Twitter. D'accord, t'as pas d'autres projets de podcasts comme Zef ou autre à part aller à l'E3, ce qui est un beau projet quand même. Ah, ce qui est pas mal. Emmène-moi dans ta valise. Je te ramène quand tu veux. Non, là, pas pour le moment. J'essaie déjà d'aller... Enfin, de mes objectifs déjà. En vrai. Ouais. Si t'écris sur ton blog quand même un petit peu. Là, un petit peu moins, justement, à cause grâce à l'E3. Mais déjà, j'aimerais bien aussi pouvoir finir un jeu par mois. Tu te lances un nouveau défi là en plus un objectif secondaire. D'accord, de type Nier Automata, quoi. 80-90 heures par mois. Oui, quoi. Un truc simple, quoi. Non, mais oui, mais après, je suis toujours à la recherche de jeux qui me prennent les trims comme Nier. Du coup, c'est devenu ma référence, c'est horrible. Mais c'est bien. Non, mais après, C'est chiant quand t'as un truc comme ça qui t'a énormément aimé et que c'est très frustrant d'essayer d'autres jeux et que tu dis ça vaut pas le même. C'est un peu ça. on parlait d'OVNI tout à l'heure, ça reste un OVNI connu aujourd'hui, c'est comme les Dark Souls, c'est des jeux qui marquent une génération de En consoles. termes d'OVNI, j'aurais dit Catherine par exemple, c'était un Catherine véritable aussi. OVNI qui a vraiment marqué sa génération. Mais si tu me cites 10 jeux, je pense que Nier rentre dans les plus emblématiques, pas forcément les meilleurs, mais sur PS3 par exemple. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi, question à la con là tout de suite, parce qu'on parle du coup de jeux qui restent emblématiques, votre top 3 jeux vidéo à vie. À vie. Ouais, À vie. le truc qui vous a les 3 jeux le jeu qui vous a plus marqué. Ouais. Alors, enfin moi je le connais par cœur, c'est pour ça en fait, mais par cœur, je sais pas, je mettrais Heavy Rain moi facilement je mettrais dans Last of Us en premier. ouais, Last of Us en premier. À vie. À vie, c'est dur, hein, parce qu'il y a je sais pas, c'est pareil con, ok, c'était comme ça, j'ai plus rien. Parce qu'après il y a l'historique aussi personnel. Moi, c'est Super Mario Bros, je le citerai souvent dans mes tops parce que c'est mon premier jeu de la vie, mais c'est clairement pas le meilleur jeu, le truc ça veut rien dire. Je mettrais Minecraft. Ah ouais, j'ai trop honte, mais non, c'est vrai. faut pas, J'ai passé tellement de temps dessus, putain. Ah mais t'as raison, non mais ouais, c'est difficile. Moi, Life is Strange, je sais pas où le mettre. Je sais pas, 1, 2, 3. Je sais pas où le mettre. Mais il est dedans. Il est dedans, mais déjà il y a Nier, je sais pas non plus, et il y a aussi mon premier jeu, c'était Metal Gear Solid sur PlayStation 1. Ouais, mais il y a ça aussi. Et c'est ça le problème. Donc voilà, je sais pas. Un Zelda 3 sur Super Nintendo peut-être aussi, parce que c'était j'ai adoré ce jeu, quoi, mais pour plein de raisons, et c'est peut-être pas le meilleur Zelda, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, avec peut-être le Awakening qui revient bientôt sur Switch d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé sur Game Boy, mais c'est difficile de faire un top 3 comme ça, dur, de tous les temps. C'est surtout qu'il y a des jeux, j'ai pas encore testé les Dark Souls, et même... Oui, mais après ça peut changer. Oui, voilà, c'est ça. Et après, c'est comme, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé Sekiro, ou je sais pas. Ouais. Mais du coup, c'est quoi ton top 3 alors, toi, Zef? Top of the top, le meilleur jeu du monde qui sera jamais indétrôné possible, Chrono Trigger. Ah oui, c'est vrai. Jamais au-dessus. Indétrônable. Il n'y a rien en dessous. C'est quoi comme jeu, ça? C'est un RPG japonais qui a été designé par Akira Toriyama à l'époque. Dragon Ball. Et voilà, c'est dans la mouvance Final Fantasy VI de l'époque qui était sur Super NES. Après j'ai tout un historique personnel avec, mais le jeu, quand je l'ai vu à l'époque dans un magazine de jeux vidéo, je ne sais plus lequel à l'époque, ça doit être Player One ou un truc comme ça, je l'ai vu, j'ai fait je veux ce jeu, j'ai lu la chronique, j'ai fait je veux ce jeu, et il sortait nulle part en français en fait, et j'ai dû le choper en américain. On l'a fait avec un pote en américain donc, et ça a été la meilleure expérience vidéoludique de ma vie, et j'ai jamais lâché depuis. Je l'ai refait 15 fois, je pense. Je l'ai acheté sur mobile, je l'ai acheté sur toutes les plateformes. Sur des tu l'as. Et je l'ai refait à chaque fois, avec toutes les fins possibles, à chaque fois quasi. Je me rappelle les premières vacances de ski que j'avais fait depuis que je suis à Paris, c'était il y a 7 ans, 8 ans. Je jouais sur mobile là-bas et je faisais toutes les fins. Et je faisais chier du coup, Non, mais voilà, c'était pour plaisir. J'avais envie de faire ça, quoi. Je l'ai refait sur DS, je l'ai refait sur. J'ai acheté sur une toutes Vita, les plateformes, quoi. Je me suis créé un compte américain pour la refaire sur Vita. Donc, voilà. Waouh. C'est le top. C'est le top du jeu. Et du coup, ton deuxième et troisième ou d'autres jeux? Alors après, il y a Dark Souls. Quelle surprise. Forcément. Bah ouais, non, mais bien sûr. on change pas un truc qui gagne. Exactement. J'ai envie de dire. Après le troisième, il y a de la baston, mais Final Fantasy VII. Qu'on a refait ensemble il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Ça tombe bien cette année. J'y crois à mort. Wink. J'aimerais bien. J'y crois à mort. J'espère. Donc voilà. Fortement. Merci pour cette aparté de top 3, mais c'est vrai que c'est difficile de. Oui, c'est dur, c'est très difficile. Super dur.
En tout cas, je vous invite à vous abonner, chers auditeurs. Donc, on est partout, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, et j'en passe. Vous pouvez écouter ça un peu partout. Et j'ai pas mon assistant favori du nombre d'étoiles qu'il faut mettre 5, sur... non, c'est pas ça? Alors, c'est 5, tout à fait. C'est 5 étoiles. Et d'ailleurs, petite anecdote vraie, c'est que hier soir, j'étais boire un coup avec des collègues. Et il y a une collègue qui est... Pardon? Ils t'ont laissé 5 étoiles. Eh ben oui, parce que je les ai un peu forcés. Tu le fais, sinon ça va mal se passer. Non, mais en fait, c'est une collègue qui m'a dit, ouais, moi j'aime bien les podcasts. Je fais quoi? T'aimes bien les podcasts? Et là, on a discuté. Et puis, 10 minutes après, je fais, et voilà. Et là, tu cliques sur la 5e étoile. Voilà, 5 étoiles. Merci beaucoup. Tu sais que pour la petite anecdote, bon, lundi, j'ai passé mon entretien, tout ça, et je l'ai mis sur mon CV quand même, le podcast. Et ils ont quand même regardé le truc, ils ont fait, tu fais un podcast sur les jeux vidéo et tout. Est-ce qu'ils ont mis 5 étoiles? Parce que sinon, alors non, je les ai pas encore forcés, mais t'inquiète, on verra lundi. La prochaine étape. Sur le CV en dessous, mettez 5 étoiles. Mettez 5 étoiles. Le premier qui fait ça, il a une promotion. Voilà. Mais bon. Bref. Non, mais après ta période d'essai, il faudra le faire. Voilà, on va quand même. Attends, il y a séminaire, on va pouvoir. Voilà, exactement, c'est pas mal. Et puis, de toute façon, on se retrouve le mois prochain avec des sujets toujours aussi malins. N'oubliez pas de faire la pub à vos copains et surtout d'ici là, jouez bien. Putain, la rime.